Bonjour, je suis loin, je suis à distance, mais ça me fait très plaisir de partager avec vous mes réflexions toujours en plein chantier, mais qui ne cessent de s'enrichir, de se complexifier sur les communs de la connaissance et la justice cognitive. Donc, rapidement, quelques mots sur moi. Pur intello au départ, en philo, puis en anthropologie. J'ai fait une thèse sur les enjeux de savoir-pouvoir dans l'écriture scientifique. Et en même temps que je faisais ma thèse, je suis allée en Afrique, au Sahel, travailler sur les savoirs des femmes et j'ai pu constater de manière très concrète le mépris dans lequel les savoirs de ces femmes étaient tenus. Et c'est ça qui m'a absolument fascinée pour tout le reste de ma carrière, ma vie intellectuelle, ces rapports entre le savoir scientifique et les autres savoirs. J'ai aussi fait un projet de recherche critique sur le nouveau management public, la pensée managériale, l'économie de la connaissance, dans les pays du Nord surtout. J'enseigne en éthique de la communication, j'enseigne la démocratie participative et je suis très influencée ces dernières années par le projet SOA. Donc c'est un projet de recherche-action sur la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, dont évidemment je vous parlerai un petit peu. Ma position politique, euh, juste pour dire que depuis toujours, je pense, depuis que je réfléchis à tout ça en tout cas, je pense que les biens communs de la connaissance peuvent contribuer à remettre de la concitoyenneté dans la pratique de la science. Autrement dit, non, pardon. Depuis toujours, je cherche comment remettre de la concitoyenneté dans la science et il me semble que les biens communs de la connaissance, c'est la réponse à laquelle j'arrive en ce moment. Mais à quelles conditions? C'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. C'est que dans ce travail de construction, de préservation des communs de la connaissance, il ne faut négliger ni la dimension matérielle des savoirs, y compris des savoirs immatériels, ni leur dimension épistémologique. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer par un tableau classique, mais bon, Eric m'a dit que ce serait utile que je le fasse sur les biens communs de la connaissance selon les sciences d'information et de documentation, les chercheurs dans ce domaine-là, en bibliothéconomie, etc. Alors, juste pour rappeler que la science est un système monde avec un centre. États-Unis, Grande-Bretagne, un petit peu d'Australie. Une semi-périphérie, donc l'Europe, certains pays d'Amérique latine et d'Asie, et l'Afrique du Sud, et une périphérie qui est la plus éloignée. Donc le centre, c'est là où il y a les revues scientifiques les plus prestigieuses, les universités en tête des classements, et les académies qui décident de toutes les normes et des modes aussi en sciences. La semi-périphérie, ben, elle oscille entre une certaine originalité et des efforts pour imiter le centre. Par exemple, en faisant de la science en anglais au lieu de la faire dans la langue nationale. Et puis alors la périphérie, il y a vaguement de la science, mais personne, c'est absolument fascinant, personne ne sait ce qui se passe dans ces universités africaines. Et l'article scientifique, évidemment, c'est la nouvelle unité de mesure au sein de ce système monde, l'article scientifique publié dans des revues avec évaluation par les pairs en double aveugle. Depuis l'arrivée du web, dématérialisation des savoirs scientifiques, les savoirs sont des textes. Dans cette discipline, quand on parle de savoir, on parle de textes, de publications qui sont sur le web et qui doivent être trouvables. Donc c'est une nouvelle notion qui est arrivée avec cette révolution scientifique, numérique, pardon, c'est la trouvabilité dans les moteurs de recherche, dans les bases de données d'un article scientifique. Donc on ne s'abonne plus forcément à une revue et on ne lit que cette revue, mais on cherche dans des bases de données tout ce qui s'est écrit sur un thème précis. Donc ça change beaucoup le rapport à la publication scientifique. Donc plateforme, etc. C'est des choses que vous connaissez très bien. Je vais vous parler maintenant du libre accès. Parce que parfois dans les pays du Nord, on ne se rend pas compte
de ce que c'est, surtout quand on est étudiant ou professeur et qu'on n'a pas encore quitté l'université. Donc je vais vous donner un petit exemple. Voilà un article que je lis et que je suis au Burkina Faso. Je suis une chercheuse en, en agronomie. Je vois cet article qui m'intéresse et je voudrais le lire. Alors je clique dessus et qu'est-ce que je découvre tout en bas de l'écran? Qu'il faut que j'achète cet article. Alors je clique pour savoir de quoi il s'agit et je dois payer 5 euros. Alors 5 euros, c'est pas une somme énorme, même si en Afrique ça l'est beaucoup plus que ça peut l'être en Europe ou au Québec, mais il faut le payer évidemment avec une carte de crédit. Or, seulement les fonctionnaires dans les pays d'Afrique, dans les pays du Sud, ont une carte de crédit. Seulement les gens qui ont un certain revenu ont une carte de crédit. Donc là, on est à ce qui s'appelle un mur payant. Ce mur payant peut prendre des... Ah non, alors, avant que j'explique le mur payant, quand je suis à l'université, moi comme prof, en voulant cliquer sur cet article, je tombe sur cette banale fenêtre qui me demande de m'identifier, de me connecter. Ce que je fais, et une fois que je suis connecté, je retrouve mon article et je peux le lire sans problème. Et on voit en haut ici que je suis connecté à l'université Laval. Mais c'est ça, quand je ne suis pas membre d'une université, qui n'est pas abonné à cette revue, je ne peux pas avoir cet accès. Et heureusement, en cherchant un peu dans Google Scholar, en allant voir les pages 2, les pages 3, je m'aperçois que les deux auteurs avaient mis leur texte en libre accès sur un autre site. Je crois que c'était le site de leur groupe de recherche. Et donc, j'ai pu avoir et j'ai vérifié, c'est exactement le même texte. Donc, le même texte, le même contenu existe à la fois en version fermée, dans une revue fermée, et en version ouverte sur un site web. Et donc là, on a tous les ingrédients du débat sur le libre accès. Un autre exemple de mur payant pour accéder à la science. Voilà un article écrit par un de mes collègues haïtiens et qui est publié dans une revue de l'UNESCO, mais qui est publié chez Wiley. Et Wiley est sans pitié. Et donc, il fait payer 38 $ pour avoir le PDF de cet article. Et on peut même le louer à 6 $ de l'heure. Et donc, même mon collègue Samuel, lui, n'a pas les moyens, ni la capacité d'aller lire son propre article en ligne. Un autre exemple qui me sidère, c'est un compte-rendu de livre. C'est même pas un livre. C'est un compte-rendu de livre sur le paludisme, donc une maladie qui intéresse beaucoup plus les chercheurs, les étudiants des pays du Sud, mais c'est eux qui ont le moins d'argent possible pour acheter cet article-là. Encore un autre exemple, les plantes utiles du Gabon, donc c'est un manuel de botanique qui a été fait en 1961. Eh bien, le Taylor et Francis, cette maison d'édition à but très très lucratif, comme Wiley, comme les autres, fait payer ça 437 $. Et évidemment, l'auteur, on n'a aucune idée de qui c'est. Il s'agit probablement de quelqu'un qui a collecté des savoirs traditionnels. Cet argent va à l'éditeur. Alors, ces éditeurs font des profits absolument faramineux, au point que même Harvard dit qu'il ne peut plus se permettre de payer les abonnements aux revues de ces 5 groupes de prédateurs, on les surnomme comme ça, de prédateurs scientifiques, qui cherchent à faire de l'argent en marchandisant le savoir, comme n'importe quelle marchandise, comme un médicament. Donc le mouvement du libre accès a décidé de combattre cette marchandisation du savoir, veut faire sortir les chercheurs de leur docilité face aux éditeurs commerciaux. D'ailleurs, on va le voir, ces éditeurs sentent le vent tourner et pratiquent le libre accès, mais cette fois-ci en faisant payer les auteurs. En tout cas, ils essayent. Le libre accès donc veut au contraire rapatrier l'édition scientifique dans les universités et créer des communs de la connaissance, comme on le verra. Donc voilà la définition officielle du libre accès. On entend bien, là, c'est la mise à disposition gratuite sur l'Internet public de la littérature scientifique qui permet à tout le monde de lire, télécharger, copier, etc.
euh, sans autre barrière que celle indissociable de l'accès et de l'utilisation d'Internet. Donc pas de barrière financière, légale ou technique. Alors en 2015, euh, la rapporteuse sur le droit à la science et le droit d'auteur a fait deux recommandations très intéressantes, disant qu'il est vraiment important que les universités, je lis la 113, adoptent des politiques en vue de promouvoir le libre accès aux travaux de recherche. Alors j'ai recensé trois grandes finalités du mouvement du libre accès dans les pays du Nord. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que même si les motivations et les finalités sont différentes, les effets sont les mêmes, c'est-à-dire une plus grande accessibilité aux travaux faits dans les universités. Donc la première finalité, c'est améliorer la productivité des chercheurs. Alors là, le libre accès est totalement dans le système, n'est pas du tout contestataire, et c'est les chercheurs qui sont mobilisés pour le libre accès en disant on en a besoin pour faire circuler les résultats, maximiser notre efficacité, faire des recherches plus efficaces, plus productives, etc. Ensuite, une deuxième finalité qui est un petit peu liée, mais qui est plus d'ordre économique. C'est que si on accélère comme ça la circulation des résultats, on accélère l'innovation et c'est ce que recherche l'économie de la connaissance. Donc encore une fois, ici, le libre accès est tout à fait compatible avec l'économie de la connaissance et c'est pour ça d'ailleurs que les gouvernements des pays s'y opposent de moins en moins. Puis la troisième finalité, c'est de démocratiser l'accès aux publications scientifiques auprès de publics qui n'ont pas accès aux bibliothèques universitaires, que ce soit les enseignants, les enseignantes de cégep, de secondaire, qui aimeraient peut-être continuer à lire après leurs études, les non-scientifiques en général, les organismes de la société civile qui auraient besoin d'informations pour leur mission, les journalistes, y compris les journalistes scientifiques, les administrations publiques, tous les diplômés en somme. Donc, cette finalité-là, elle se dédouble elle aussi d'un argument qui est utilisé par certains gouvernements, c'est-à-dire la justice fiscale. Ce sont les contribuables qui financent la recherche, donc ils doivent y avoir accès. Tout ça fait en sorte que le libre accès se développe. Un article récent évaluait que 45% de la population, de la production scientifique dans le Web of Science était en libre accès. D'autres études disent que c'est plutôt 35-30%. C'est quand même un chiffre qui est en augmentation. Les politiques scientifiques elles-mêmes se multiplient, qui valorisent le libre accès ou qui le rendent obligatoire, comme c'est le cas au Canada. Et donc les seuls qui s'y opposent, c'est l'oligopole des 5 éditeurs scientifiques qui détiennent 65% des revues. Donc là, je vous montre rapidement la politique des 3 organismes sur le libre accès, qui dit que c'est la petite phrase en dessous du 3.1, que les titulaires d'une subvention doivent s'assurer que les articles découlant de la recherche financée qu'ils publient dans une revue avec comité de lecture sont accessibles gratuitement dans les 12 mois, donc au plus tard 12 mois après leur publication. Puis il y a 2 façons de faire, des dépôts en ligne, des archives ouvertes ou des revues en libre accès. Ces 2 moyens, le libre accès, c'est pas seulement les revues en libre accès, ce sont aussi les dépôts en ligne, les archives ouvertes. Donc voilà les 2 différences. La voie dorée, ce qu'on appelle la voie dorée, c'est publier en libre accès dans une revue. Il y a parfois des revues qui font payer les auteurs. Comme je vous l'ai dit, pour moi, je considère que c'est une pure stratégie commerciale de la part des éditeurs qui voulaient garder leur même niveau de profit. Ils se sont dit, on peut plus faire payer les lecteurs, faisons payer les auteurs. Et c'est très très dommage que les gens aient accepté cette innovation commerciale qui n'existait pas du tout avant dans le monde de la publication scientifique. Et l'autre voie vers le libre accès, c'est d'archiver une copie numérique de ses articles dans des revues fermées, dans ce qu'on appelle des archives ouvertes. Attention, on pourra en discuter si ça vous intéresse, Academia, ResearchGate, LinkedIn et tout ça, ce sont pas du tout du libre accès, ce sont des réseaux sociaux privés à but lucratif auxquels vous donnez des documents quand vous en mettez.
Je veux dire, je le fais moi aussi, là, parce que c'est quand même super intéressant et pratique, mais ça n'est pas du libre accès. Donc une archive ouverte, comme je vous le disais, c'est un site web, c'est pas un lieu de publication. On fait juste y archiver, déposer en libre accès nos publications. Alors je vous montre ici un outil extraordinaire qui ressemble dans le fond à ce qu'on pourrait appeler les communs de la connaissance. C'est le DOAJ qui contient toutes les revues en libre accès qui existent et dont les rédacteurs en chef ont fait l'effort de remplir la fiche et de vérifier s'ils répondaient aux critères d'une vraie revue en libre accès. Vous voyez ici à peu près 10 000 revues en libre accès qui sont recensées, chacune avec des milliers et des milliers d'articles. Donc il y a presque 2 millions d'articles, donc ça ressemble bien, donc des articles en libre accès, ça ressemble bien à un commun de la connaissance. Là, je vous présente l'archive ouverte de l'UQAM. Donc dedans, normalement, on devrait retrouver toute la production scientifique des chercheurs de l'UQAM. Ça, c'est l'archive ouverte de Harvard, avec toute la production en libre accès. En tout cas, parfois il y a un petit délai, on appelle ça un embargo, mais ça finit toujours par être en libre accès, donc c'est ceux de Harvard. Ça, c'est Nairobi, au Kenya, donc c'est pour montrer que même dans des pays plus pauvres, ils se sont mis à faire ces sites de valorisation de leurs publications scientifiques. Ça, c'est le répertoire de toutes les archives ouvertes en libre accès. Donc il y a deux répertoires, il y a lui, puis il y en a un autre qui s'appelle ROAR. Donc avec ça aussi, c'est une autre base de données de textes en libre accès, donc une autre forme de commun de la connaissance. HAL, c'est une grosse, très grosse archive ouverte. Donc vous voyez, il y a 360 000 documents. Donc c'est l'archive ouverte du CNRS, mais elle accueille aussi n'importe quel chercheur francophone qui veut y déposer ses publications. Alors voilà un autre outil très intéressant du libre accès pour ceux qui s'inquiètent des droits d'auteur et des politiques des revues et est-ce qu'on a le droit de déposer une copie de notre article dans une archive ouverte si ça a été publié dans une revue à laquelle on a cédé notre copyright. Eh bien, vous pouvez mettre tout simplement le nom de cette revue dans ce répertoire de toutes les politiques éditoriales et il va immédiatement analyser votre revue et vous dire si, oui ou non, vous pouvez faire cet archivage. Vous voyez ici, selon la couleur, vous avez une couleur et on vous dit ce que la revue vous permet. Héloïse, c'est une autre base de données qui permet de vérifier les politiques de libre accès des organismes qui subventionnent la recherche. Vous avez aussi des bibliothèques numériques, comme celle-là avec laquelle je travaille beaucoup, les classiques des sciences sociales, qui est une bibliothèque numérique de textes qui, dans le fond, sont libres de droit, enfin au départ, libres de droit dans des textes anciens, et qui a permis de donner accès, par exemple, aux grands classiques de la sociologie à des étudiants dans toute l'Afrique qui n'auraient jamais pu le lire autrement que sous ce format numérique en libre accès. Donc ça, c'est un projet privé, même si c'est à but totalement non lucratif et de bienfaisance, avec lequel je travaille, notamment dans le cas d'Haïti, pour numériser et mettre en ligne le patrimoine scientifique haïtien avec de jeunes étudiants. Donc le droit d'auteur, comme je vous l'indiquais, bon, je peux passer rapidement là-dessus. Alors les licences Creative Commons, c'est un autre élément très important des biens communs de la connaissance, puisque ça s'oppose à la propriété privée et à l'idée, par exemple, qu'on est obligé de céder tous nos droits sur notre texte à la revue qui le publie ou à la maison d'édition qui publie notre livre. Ça a donné lieu à tellement d'abus et ça va contre l'idée que tout auteur a un droit moral sur son texte. Alors en 2005, je pense, je ne me souviens plus de la date, il faudra vérifier, Lawrence Lessig a créé cette licence Creative Commons qui est vraiment une réponse liée à l'arrivée d'Internet, à cette idée du copyright et du droit d'auteur, du droit financier d'auteur
Donc Creative Commons, comment ça marche? Ben, c'est vous, tout simplement, l'auteur, qui décide de lui-même de mettre son texte sous Creative Commons pour dire, ben, comme vous le voyez sur cette diapositive, on peut partager, copier, distribuer, adapter le texte ou bien ne pas le faire, à condition de toujours citer l'auteur. Donc le droit d'auteur dans cette version-là se limite à citer le nom, la source dans le fond. Tout le reste est possible. Donc on peut reprendre un texte, le mettre dans un manuel scolaire, dans des notes de cours, on n'a pas à s'en soucier. Et les licences Creative Commons deviennent de plus en plus euh, utilisées, hein, puisqu'elles encouragent donc la diffusion libre et gratuite, la réutilisation, le remix d'un texte en toute légalité et légitimité. Donc il y a plusieurs sortes de licences, certaines sont plus restrictives que d'autres. Et il y a plein de plateformes, plein de documents qui offrent maintenant la possibilité de mettre ces documents en licence. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez mettre une de vos vidéos sous licence Creative Commons. Alors il y a beaucoup maintenant d'entrevues, bon, par exemple Canal U, ou bien la chaîne YouTube du Collège de France. Alors les conférences sont sous licence Creative Commons, ce qui veut dire qu'on peut les réutiliser par exemple dans nos cours ou dans nos plans de cours sans aucun problème. Ça fait partie des buts communs de la connaissance. Alors vous voyez, en 2016, il y avait plus d'un milliard de documents sous licence Creative Commons. Nous, ce qu'on a fait pour euh, les étudiants africains, pour les aider à s'y retrouver dans tout ça, on a fait un guide sur la recherche documentaire dans le web scientifique libre. Donc, c'est comment trouver des articles en libre accès sans jamais frapper de mur payant. Ça, c'est quelque chose qui... Dans le fond, c'est un guide pour circuler dans les biens communs de la connaissance. On aurait pu l'appeler de cette manière-là. Et c'est quelque chose, un outil qui est très apprécié des étudiants. Il y a aussi des logiciels libres, ce sont des éléments, des piliers aussi des biens communs de la connaissance, que ce soit pour gérer le libre accès ou faire des revues, etc. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas, le fabuleux logiciel Zotero, qui est un logiciel libre, gratuit, collaboratif, euh, qui permet de gérer donc nos références bibliographiques et de les partager. Donc on peut avec Zotero partager des bibliographies. C'est une autre forme de commun de la connaissance. Donc ça c'est l'aspect de Zotero. Il y a aussi de plus en plus des données de recherche qui sont en libre accès sur des plateformes comme Zenodo. Donc ça c'est nous qui avons mis nos données de recherche en ligne. Et ça fait partie aussi des communs de la connaissance. Donc, en bilan, pour les sciences de l'information et de la communication, les biens communs de la connaissance, c'est tous les fichiers numériques qui sont en libre accès, pour certains sous licence Creative Commons, mais pas nécessairement toujours, et qui sont des textes définis comme scientifiques. Et donc, les biens communs de la connaissance, c'est les préserver, les archiver pour un usage universel. Est-ce que c'est aussi simple? Et c'est là que je voudrais apporter une nuance majeure, rien qu'en vous montrant cette carte hein, qui montre le nombre de publications scientifiques par pays. Et on voudrait une représentation du système monde de la science qu'on ne ferait pas autrement. On voit les États-Unis hypertrophiés, euh, l'Europe aussi par rapport aux pays du Sud. Hein. Sauf que ça, cette statistique, cette image qui est très connue, a été faite uniquement à partir d'une des bases de données, le Web of Science, qui est ce que tous les spécialistes de sciences de l'information étudient, décortiquent, et ils ne s'intéressent pas du tout à ce qu'il y a ailleurs, autour. Alors moi, au contraire, je m'y intéresse, comme beaucoup d'autres chercheurs, d'un mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial. Donc là, je voudrais aborder une autre façon de voir les biens de la connaissance, les biens communs de la connaissance, qui est très très différente. On s'éloigne complètement de la bibliothéconomie de la question du web, etc. On aborde ça du point de vue épistémologique. Alors, je reviens donc un tout petit peu à l'épistémologie pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit. Moi, j'ai une position totalement constructiviste, assumée,
Et de mon point de vue constructiviste, puisque pour moi on ne peut jamais être hors de tout point de vue, on est toujours dans un point de vue, de mon point de vue, je regarde la science et je vois qu'elle est fondée sur une coupure entre les sachants, comme disent les Français, euh, les sachants, ceux qui savent, et les autres. Et je pense que la métaphore de la caverne, au-delà même de Platon et de son texte, ça illustre ça. D'un côté, il y a ceux qui savent, qui sont dans la lumière de la connaissance, mais c'est un statut social, les sachants. Et il y a les autres qui sont dans la caverne. Alors là, les mots pour les décrire sont très nombreux. Les gens ordinaires, les citoyens lambda, ceux qui se laissent guider par les opinions, les émotions, le sens commun, les superstitions. Moi, je les appelle les caverneux, ceux qui sont dans la caverne. Et la coupure entre les deux, c'est le principe de base structurant pour moi de l'histoire des sciences, et pas une espèce de logique interne des découvertes progressives. Euh, et c'est le marqueur identitaire de l'épistémologie positiviste, c'est-à-dire pour que mon savoir soit valide, il faut que ceux qui ne l'ont pas soient considérés comme des ignorants. Donc cette coupure structure le système scolaire, et on y est tellement dressé qu'on a du mal à penser autrement. Le maître sait tout, l'élève ne sait rien, donc cette coupure entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et on évalue les efforts pour que celui qui est défini comme ne sachant rien, pour vérifier s'il a réussi à apprendre ce qu'il doit apprendre. Et donc cet enseignement privilégie les savoirs universels que le maître lui-même a appris à maîtriser à l'université. Et donc l'université reproduit le système. Et juste, bon, je n'ai pas le temps d'aller très profondément dans cette histoire, ce récit que je vous fais, mais pour moi c'est très clair que la science a été assimilée au savoir alors que ce n'est pas la même chose. Même je dirais que la science a hacké le savoir pendant la modernité, euh, et elle essaye de se faire passer pour le savoir au singulier. Alors que, pour moi, c'est une science européenne, masculine, blanche, qui ne cesse de s'auto-construire comme le seul savoir valable et de référence. Et pour ça, il faut maintenir le sentiment d'incompétence des caverneux et maintenir le sentiment d'être exceptionnel des scientifiques. Le cadre normatif dominant de cette science, ben là, c'est tellement, on s'aperçoit tellement que c'est une tour d'ivoire dans le sens un village où tout le monde se félicite d'être des villageois de ce village et de jamais en sortir. Hein. Pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit conçu par un docteur qui a un diplôme qui montre qu'il sait faire de la science, être dans une discipline reconnue, méthode, etc. Euh, que des choses de cooptation, si on veut. Et je retiens aussi l'effacement du sujet, du texte, alors que c'est pour moi une hypocrisie monumentale, et le refus de toute ingérence externe, y compris de la société civile, y compris des citoyens, y compris de la cité, et puis un mépris pour les savoirs locaux qui sont considérés comme contextualisés alors que la science, elle aurait accès à l'universel. Donc pour moi, cette fiction de la science positiviste qui sépare d'un côté les scientifiques et de l'autre la vie en général, comme dans ce dessin, ben, on a ça tellement ancré que même moi, ça m'arrive de parler du mur entre la science et la société, comment le percer, comment... Alors que dans le fond, c'est totalement faux, puisque les scientifiques sont aussi des citoyens. Et ce mur, c'est une fiction. Et ce sont des êtres humains totalement normaux, et tout ce qu'ils font a un effet majeur sur le social, vous le savez très bien. Donc ce mur est une fiction. Et moi, je m'inscris dans une approche tout à fait différente qui vise à proposer l'idée d'une théorie pluraliste des savoirs, savoir toujours au pluriel. Donc le savoir, pardon, le savoir individuel, donc chaque individu a des savoirs qui sont des synthèses, des systèmes d'interprétation qui se renouvellent, s'enrichissent, à chaque expérience de vie. En tout cas, je n'insisterai pas sur cette théorie des savoirs, mais ce qui est fondamental, c'est que cette théorie montre que tout le monde, tout être humain a des savoirs, qui n'existe pas d'ignorance,
que la notion d'ignorance, elle est construite. Et de la même façon, toutes les cultures produisent des savoirs sous des formats bien différents de la science occidentale qui a fait bien attention à les mépriser. Donc le concept de justice cognitive est très lié à cette théorie pluraliste des savoirs. Il a été inventé par deux penseurs. Shiv, lui, c'est un anthropologue indien, et De Souza Santos, il est du Portugal, mais c'est un grand altermondialiste. Et avec ce concept, il voulait vraiment parler de l'égalité en valeur de tous les savoirs. Les savoirs traditionnels, mais aussi les savoirs politiques, les savoirs syndicaux, les savoirs agraires, les savoirs du changement climatique. Donc c'est pas juste l'opposition tradition-modernité, là. C'est vraiment tous les savoirs en dehors de l'institution scientifique sont égaux en pertinence, en valeur, et sont aussi nécessaires au bien commun, et sont aussi nécessaires à l'avancement des sociétés que les savoirs scientifiques. Et donc, moi, ce concept, je l'utilise aussi beaucoup dans mon travail en Afrique, mais il s'applique tout autant au savoir des femmes, au savoir des jeunes, des personnes en situation de pauvreté, ou comme dit Miranda Fricker, en situation d'injustice épistémique, c'est-à-dire qu'on ne croit pas ce qu'ils disent. Euh, leur parole a moins de crédibilité d'emblée que celle de ceux qui sont mieux nantis dans la société. Et on l'a bien vu avec tout le mouvement moi aussi, de ces femmes qui ont décidé cette fois-ci de pas se laisser impressionner par cette injustice épistémique et de prendre la parole. Donc moi, ma position, c'est celle de Joseph Jacotot, c'est mon philosophe des Lumières à moi, euh, qui était vraiment un philosophe des Lumières et qui a développé une théorie pédagogique inouïe, mais très influencée par la Révolution française, sur l'égalité des intelligences, l'égalité des savoirs, et moi j'ajoute l'égalité des épistémologies. Donc toutes les intelligences sont égales, c'est son grand euh, slogan, hein, et il était le précurseur dans le fond de plusieurs systèmes éducatifs alternatifs. Donc l'enjeu épistémologique de cette critique de science, c'est d'un côté je vois la science positiviste occidentale qui privilégie ce que j'appelle des savoirs morts, parce qu'il faut les citer, alors il ne faut pas qu'ils bougent, reproductibles, décontextualisés sous la forme de théories. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? C'est simplement une image, hein, donc un universalisme abstrait plutôt que concret et inclusif, et des savoirs qui sont essentiellement d'origine occidentale et masculine. Et la décolonisation de la science, en vue de justice cognitive, c'est au contraire de s'ouvrir à la pluralité des savoirs vivants et contextuels, portés par des acteurs sociaux comme par des scientifiques. Ça réintègre le sujet de la recherche dans le texte, on identifie d'où on parle, comme moi je l'ai fait au début de ce texte. Et on valorise la pluralité des épistémologies et des savoirs, notamment épistémologie féministe, épistémologie des pays des Suds, épistémologie, on pourrait dire, enfin, il y a toutes sortes de manières, épistémologie au sens tout simplement de manière de connaître et de construire des systèmes d'interprétation du réel. Et c'est de leur donner une place entière dans l'enseignement supérieur. Le problème, c'est que tous ces penseurs décoloniaux, on pourra citer quelques noms si vous voulez, mais c'est absolument fascinant de voir qu'ils ne se rendent pas compte des enjeux liés à la matérialité du savoir, c'est-à-dire à leur circulation. Alors ils ne s'intéressent pas les savoirs, par exemple, qui veulent le mettre en valeur, les savoirs décolonisés, les savoirs autochtones, les savoirs locaux. Ils ne s'intéressent pas de savoir comment les faire circuler, comment les rendre accessibles, trouvables, etc. Et ils publient dans des revues payantes, donc des revues qui ne sont pas accessibles aux gens des pays du Sud, par exemple, ou des non-universitaires auxquels ils s'adressent. Donc il y a ici une espèce d'hypocrisie vraiment décevante qui me montre que derrière cette pensée décoloniale, il y a encore un reste de positivisme qui conduit ces chercheurs à complètement négliger le contexte social de circulation de leur savoir. Et pour moi, ça entraîne directement un risque de néocolonialisme. Parce que sans la compréhension des enjeux de la matérialité, donc tout ce que j'ai montré dans la première partie, seuls les savoirs qui vont être validés par les revues du centre, du nord, et le cadre normatif, seront en libre accès.
et la science des pays du Sud restera invisible et non trouvable. Autrement dit, si le libre accès ne réfléchit pas aux inégalités entre les savoirs des Sud et du Nord, etc., il va uniquement maximiser la quantité de savoir scientifique du Nord qui est disponible en libre accès au détriment de la science du Sud. Donc, ça va redoubler la situation d'extraversion ou de dépendance des pays du Sud face à la science du Nord. Et alors que, dans le fond, ce que ce courant veut, c'est des biens communs de la connaissance qui reflètent la pluralité des savoirs. Donc, nous, quand on a fait notre recherche, c'est juste un tout petit bout sur nos résultats de recherche, on a identifié 9 injustices cognitives vécues par les universitaires africains et haïtiens. Et ce qui me frappe quand je relis ce résultat, ce tableau que je présente souvent dans toutes sortes de conférences, c'est qu'on a réussi à y mettre à la fois des injustices cognitives de type matériel, accès difficile à Internet, accès fermé aux documents, absence d'infrastructures de recherche, mais aussi des obstacles, des injustices cognitives de type épistémologique. Par exemple, l'aliénation épistémique, donc le fait de devoir penser dans une épistémologie du Nord, le système normatif de la publication, il faut écrire d'une certaine façon, et la langue surtout, le fait d'utiliser une langue coloniale dans les universités du Sud. Donc je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez extraordinaire en nous intéressant à la fois à la question de la matérialité des savoirs et aux enjeux épistémologiques. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des communs de la connaissance décolonisés, pluriépistémologiques et accessibles sur Internet. Donc les deux dimensions doivent être essentielles pour les communs de la connaissance auxquels nous, on aspire. Donc oui, préservation, mise en valeur, la pluralité des manières de connaître, mais accessibilité universelle aussi. Et alors pourquoi c'est des communs de la connaissance? Pour moi, parce que ces savoirs, c'est une ressource qu'une communauté peut et doit gérer, protéger pour le vivre ensemble. J'ai eu l'image comme ça d'un chaudron rempli d'une potion, pas forcément magique, mais une potion inépuisable. Tout le monde peut en prendre, mais ce chaudron, cette potion, tous les ingrédients sont apportés par chacun. Et tout le monde doit vérifier que le feu sous le chaudron est perpétuellement allumé, ne s'éteint pas pour que la potion continue d'être fabriquée. Alors c'est vraiment ça l'image des communs de la connaissance. Et les enclosures, qu'est-ce que c'est? Les dangers que guettent ces communs de la connaissance. Ben oui, c'est les éditeurs commerciaux, mais beaucoup plus que ça. C'est les inégalités entre les savoirs, les injustices cognitives causées par la colonialité des savoirs, mais aussi l'invisibilité sur le web de ces savoirs. Les enclosures sont elles aussi de toutes sortes. Que faire pour prendre soin de ces biens communs? Alors nous, c'est ce qu'on fait avec le projet SOA, encourager constamment la numérisation et la mise en ligne de la science et des savoirs des Suds, créer des outils de préservation de ces documents, stimuler la production scientifique. Alors je vais terminer rapidement parce qu'il me reste plus beaucoup de temps pour montrer comment cette conception des biens communs pourrait, comme je le disais au début, mettre un peu de concitoyenneté dans la science. Et comment même ça pourrait nourrir le vivre ensemble, ces biens communs de la connaissance. Autrement dit, une science qui deviendrait, qui se développerait dans la perspective des biens communs de la connaissance pourrait bénéficier à la démocratie. Donc, juste pour dire que dans la démocratie, il y a un lien direct entre la démocratie et le vivre ensemble qui est celui de l'inclusivité. La démocratie, c'est pas juste le pouvoir d'agir, d'influencer les décideurs ou de choisir les décideurs, mais c'est de s'assurer que tous puissent le faire. Et ce qui est selon moi, parce que j'enseigne ces questions, j'y réfléchis tout le temps, j'en discute avec tellement d'étudiants, c'est vraiment ce fameux sentiment d'incompétence qui est tellement évoqué par ceux qui participent pas, qui votent pas, qui s'impliquent pas, qui disent qu'ils détestent la politique.
Sentiment d'incompétence qui peut prendre la forme ensuite d'un rejet global, en disant oh, de toute façon, c'est tous des pourris, ça sert à rien que je m'y intéresse, ou d'une délégation aux experts. Je suis tellement incompétent que je donne toute décision aux experts. Hein. Et c'est le cœur du problème de la démocratie scientifique, c'est comment on peut demander des gens se sentent incompétents de débattre de politique scientifique et de science. Alors les biens communs de la connaissance, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Eh bien pour moi, ils peuvent apporter de l'empowerment. Parce que les gens se sentent incompétents, mais s'ils ont accès facilement à toutes sortes de textes, de documents, de lectures, même sous toutes sortes de formes, et que c'est pas, comment dire, qu'ils se sentent légitimes de lire ça, et bien ça développe pour moi l'empowerment. Ensuite, ce chaudron, ce réservoir de savoir vivant pertinent pour l'action, c'est de l'empowerment direct. Si je sais pas moi, une association est en difficulté et puis que elle peut plonger dans les biens communs de la connaissance et trouver des témoignages ou des analyses qui peuvent lui être utiles sans qu'elle ait à payer ou sans qu'elle se sente non justifiée d'utiliser ces textes-là, eh bien c'est certain que la démocratie scientifique se mettra en place et que tout le monde vivra mieux. Voilà. Alors je termine rapidement en vous montrant des exemples concrets de formes que peuvent prendre les biens communs de la connaissance. Alors ça, c'est une université fabuleuse qui a été créée dans un petit village en Ouganda. C'est une multiversité et dans laquelle l'enseignement se fait sans frontières disciplinaires, dans la langue des apprenants et qui inclut aussi bien la science occidentale, la science, que les autres savoirs. Ensuite, vous avez l'université aux pieds nus aussi, qui a pris le pari de former en génie solaire, énergie solaire, des femmes âgées analphabètes. Alors c'est un exemple aussi de pari d'égalité des intelligences par le croisement des savoirs entre le savoir de l'énergie solaire et l'expérience des femmes, réussir à améliorer le vivre ensemble et le bien commun. Et puis, je voulais vous parler quand même de ma maison d'édition parce que même si tout ça n'était pas très clair au début, je pense que c'est vraiment un commun de la connaissance qu'on est en train de construire. Donc c'est une maison d'édition qui a la particularité de publier des livres à la fois imprimés et en libre accès, mais c'est aussi une maison d'édition dont la politique éditoriale impose, par exemple, aux auteurs du Nord de s'ouvrir à des auteurs du Sud, donc de les inclure, de les inviter, de les citer, et vice-versa. Dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, c'est plutôt un excès. Et de faire la même chose avec des femmes, donc il n'y a jamais aucun livre sans... Enfin, ce sont des livres qui sont conçus sur des bases d'analyse politique. Donc voilà notre engagement. Alors par exemple, on a fait un livre ici qui regroupe tous les mémoires de l'association Sciences et Biens communs en matière de politique scientifique, livre qui est uniquement en libre accès. Et sinon, on fait des livres de toutes sortes, des livres participatifs qui sont faits avec des auteurs volontaires de partout dans le monde, des livres que je fais avec mes étudiants, et bientôt j'ai d'autres collègues qui vont se mettre à faire des livres avec leurs étudiants aussi. Et puis, on a des livres plus spécifiques. Ça, c'est notre grand livre théorique. Si vous voulez en savoir plus sur le projet SOA, vous pouvez le lire. Il est en libre accès sur Internet, mais vous pouvez aussi l'acheter en version imprimée. Et puis, on fait des livres plurilingues. Donc, pluriépistémologie plurilingue, on n'a pas le choix. Donc, voilà, les livres de notre collection Haïti, on a un livre sur les traumatismes de l'esclavage qui est à la fois en français, en créole, et il y a même 3 chapitres qui sont uniquement en créole. Et puis, toutes les introductions, tout ça, sont traduites en créole. Vous voyez, ça c'est un exemple d'un article théorique en psychologie cognitive qui est écrit entièrement en créole et c'est un choix politique de l'auteur. Ça, ce sont nos prochains livres. Donc, il y en a un dans lequel je pense qu'il y a quelques auteurs qui sont dans la salle.
Alors vous avez en primeur une première esquisse de la couverture, et puis à côté c'est un livre indien, donc c'est l'idée de partager des savoirs sud-sud. Donc c'est un texte indien qui a été fait sur la justice cognitive en Inde, qu'on a traduit en français pour le faire connaître en Afrique. On va avoir un livre sur Wikipédia en éducation, et puis on fait des portraits de femmes de science, donc des modèles de femmes de science. On fait un livre sur les changements climatiques, on fait des portraits d'immigrants. Alors tout ça, c'est pour vous montrer. Là, voilà, ça c'est une autre innovation. Sur le document indien, on fait des appels à commentaires pour la troisième partie du livre, et on fait ça dans plusieurs langues, les appels. Donc on essaie vraiment d'incarner notre conception de la justice cognitive. Ça, ce sont des outils de lutte contre le racisme pour moi. Ce sont des livres de portraits d'immigrants que je fais avec mes étudiants du cours d'éthique. Et ces livres-là sont sous licence Creative Commons. Ce qui fait que les portraits qui sont présentés, il y en a plus, par exemple dans Québec arabe, il y en a plus d'une centaine, peuvent être réutilisés dans toutes sortes de formes culturelles grâce aux licences Creative Commons pour en faire vraiment des outils de lutte contre le racisme sous n'importe quelle forme. Donc, on avait notre démocratie scientifique en panne, avec d'un côté des scientifiques et des institutions qui estiment qu'elles sont apolitiques, qu'elles n'ont pas à débattre, à participer à des discussions sur ce qu'elles font. Et puis de l'autre, on a des non-scientifiques qui se sentent incompétents. Donc, démocratie scientifique vraiment en panne. Alors moi, je pense que les biens de la connaissance, les biens communs de la connaissance, tels que je les ai présentés, permettent de lutter contre le sentiment d'incompétence en donnant accès au texte, en encourageant l'écriture, la publication, et c'est aussi de lutter contre l'épistémologie positiviste et son amoralité en ouvrant la science à d'autres épistémologies. Plusieurs problèmes à résoudre. Non, j'ai pas le temps de vous laisser y penser. Alors, bon, c'est des problèmes théoriques qui me restent à réfléchir. On pourra peut-être en parler dans la discussion. Donc, en conclusion, je propose ça, cette idée que partager la connaissance, donc créer des besoins, des biens communs de la connaissance avec nos concitoyens et concitoyennes est la meilleure façon de donner une chance à la démocratie participative pour créer un monde juste, digne et en paix. Et je vous propose la traduction en créole. Alors, je suis à vous pour la période de questions. Merci.